Bon, on fait quoi aujourd'hui, On fait quoi? Jean-Yves? Je passais par hasard et je me suis dit, Oui, tiens, je vais lui parler de Swedenborg. c'est Ah, quoi ça? écoute, Swedenborg, c'est quelqu'un qui vivait au XVIIIe siècle et qui était franchement bizarre. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail du sujet, puisqu'il y a un invité qui a beaucoup travaillé sur lui, qui s'appelle Jean Prieur. Alors, si tu te rappelles, Jean Prieur, on l'avait déjà reçu pour toute autre chose. C'est un petit peu la star des choses psychiques, tu sais. Rafraîchis-moi la mémoire, Eh ben, là. il nous avait parlé des messages, entre guillemets, que recevait, entre guillemets aussi, Madame de Jouvenel de son fils Roland de Exact, Jouvenel. oui, oui. Et il en avait fait un livre Mm. qui est franchement très 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 beau à lire, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, Les Tablettes d'Or. Et donc on avait parlé de ça avec Prieur, parce que c'est vrai que moi ça me pose quelques questions, ces histoires de messages, et en même temps quand tu lis ce qu'écrivait Madame de Jouvenel, qui est quelqu'un qui avait les pieds sur terre, qui était une amie de Jean Rostand, enfin qui n'était pas Mhm. le genre allumé entre guillemets, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Et quand tu vois la qualité des messages, et puis certains textes qui sont carrément prophétiques, c'est-à-dire au moment où elle reçoit ce qu'elle croit provenir de son fils, elle l'écrit, elle le note, il y a une date, et puis pof, les choses se Se réalisent. produisait. Alors tu te dis, bon, il y a des curiosités comme ça dans la vie. Et puis bon, à côté de ça, en plus, ça donne t'as une espèce de rêve, de climat extraordinaire qui sort de ce dialogue d'une mère avec son fils, parce qu'il y a quand même ça aussi en toile de fond. C'est pas rien de perdre un enfant en jeune âge, etc. Alors on peut se dire que c'est une façon de se raccrocher, mais bon. Et alors là, Jean Prieur a pas tout à fait changé son fusil d'épaule. Il s'est évidemment intéressé à Swedenborg, parce que Swedenborg, tu vas voir, c'était pas un personnage comme les autres. Et rationnel, honnête homme, comme on disait, c'est-à-dire quelqu'un qui était aussi fort en astronomie, Très grande qu'en culture, oui. botanique, qu'en latin, en grec, en français, enfin qui savait un tas de choses sur tout. Mais qu'est-ce qui faisait qu'il était hors du commun? Et ben justement, c'est que c'est quelqu'un qui a eu aussi des visions, entre guillemets. C'est pour ça d'ailleurs que le titre du livre de Jean De Jean Prieur, Prieur? c'est Les visions de Swedenborg. C'est paru aux éditions Fernand Lanoir. Et le trouble que donne Swedenborg, c'est que précisément, tu ne sais plus de quel côté tu peux le prendre. Tu as des pages en latin, parce qu'il écrivait en latin, qui sont des pages très très rationnelles, enfin ça sort vraiment pas de l'ordinaire, et puis tout d'un coup, il te raconte une histoire, tu sais plus du tout où tu es. C'est un Suédois du XVIIIe siècle, disons en gros qu'il est le contemporain de Voltaire. C'est un Suédois qui a écrit toute son œuvre en latin, ce qui est déjà assez original. Alors dans la première partie de sa vie, c'est un savant, et un savant absolument complet, puisqu'il s'occupe d'anatomie, de physiologie, d'astronomie, et de minéralogie, puisque lui-même, sa fonction, il est assesseur au collège royal des mines de Suède. Dans son jeune temps, il fut l'ami du roi Charles XII. Il a eu, comme Léonard de Vinci, des quantités d'intuition scientifique, mais pratique. Par exemple, il a décrit un avion à aile fixe et à hélice, ce qui est assez original pour l'époque, parce que à la fin du XVIIIe siècle, naturellement, on voit partir les premiers ballons, mais l'idée de faire voler du plus lourd que l'air, ça n'avait effleuré personne. Ouais. Bon, mais on se doute bien que si vous êtes là pour nous en parler, c'est qu'à un moment, il s'est passé quelque chose et il a basculé. Vers l'âge de 50 ans, il a commencé par avoir des rêves, qui le mettaient en contact avec l'au-delà, jusqu'au jour où il eut dans une auberge de Londres une apparition du Christ, qui lui a dit qu'il l'avait choisi pour enseigner le véritable sens des Écritures et pour révéler aux hommes qu'il existe une vie après la mort. Parce qu'il faut se rendre compte qu'au XVIIIe siècle, la religion chrétienne était vraiment à son étiage le plus bas, que ce fut dans le catholicisme ou dans le protestantisme. Enfin, lui-même, il était luthérien en tant que Suédois. Et c'est là alors qu'il commence à avoir ses premiers contacts avec le monde des esprits, qu'il décrit comme s'il y était allé. Et lui, il y allait alors en dédoublement, c'est-à-dire que
il s'endormait dans son corps physique et le corps métaphysique, le corps subtil se dégageait, et c'est ainsi qu'il allait faire des promenades de l'autre côté du voile. Et quand il revenait avec un message, une description. Il Ah oui, s'était passé quelque chose. Il s'était passé quelque chose et il écrivait, toujours en latin, ce qu'il avait vu. Bon, mais alors là, ses petits camarades vont pas être du même avis quand même. Ah, ben bien sûr. Bien sûr. Alors, il a eu évidemment des ennuis avec son Église. Et à la fin de sa vie, en effet, il y a des évêques luthériens qui avaient réclamé son internement. Mais comme il avait toujours gardé d'excellentes relations avec la famille royale de Suède, il a été protégé. Mais il a dû quand même s'exiler et il a vécu ses dernières années en Angleterre. Bon, mais avant de mourir, il a fait pas mal de choses. Là, j'ai fait. Il y a eu par exemple une prophétie qui m'a vraiment touché, c'est celle qui concerne l'incendie de Stockholm. Ah oui, alors ça c'est une vision, c'est une vision à distance et oui, ça c'est extrêmement curieux, ça s'est passé vers les années 50 du XVIIIe siècle. Il était invité à dîner à Göteborg et brusquement au cours du dîner, il a vu l'incendie qui à ce moment-là était en train de ravager Stockholm. Alors il est sorti au jardin et il a eu la vision détaillée de cet incendie. Et il a pu dire à telle personne qui était là, votre maison a été détruite ou au contraire elle a été épargnée. Il s'est trouvé que la sienne avait été épargnée. Il faut préciser quand même qu'on est à Göteborg, à 400 km de Stockholm. C'est ça, qu'on est à 400 km de Stockholm et que les nouvelles sont arrivées, les nouvelles de l'incendie sont arrivées au moins 4 jours plus tard. Et tous les témoignages confirment ça. Ça concordait absolument, oui. Et puis il y a un autre épisode aussi quand la reine, je crois. Ah oui, la reine de Suède, c'est ça, la reine de Suède était assez sceptique. Et alors elle lui dit tâchez de contacter dans l'au-delà mon frère, le prince Auguste Guillaume de Prusse, et demandez-lui quelle fut la matière de notre dernier entretien. Et quelques jours plus tard, Swedenborg se présente au palais, demande à parler seul à seul avec la reine et lui révèle cet entretien. On n'a jamais su exactement de quoi il était question, toujours est-il qu'elle a failli s'évanouir tellement elle était impressionnée. Et alors c'est là qu'elle a dit, mais il n'y a que Dieu, mon frère et moi, qui puissions savoir ce qui s'est dit entre nous dans cet ultime entretien. Donc là, la cour était conquise. Ah oui, absolument, oui. Oui, alors là, il a commencé à acquérir une célébrité de voyant, ce qui l'énervait d'ailleurs, parce que c'était quand même un homme de science. Et il y avait des bonnes dames qui venaient le consulter pour retrouver des objets perdus ou des choses comme ça. Bon, mais dans tout le travail que vous avez fait sur Swedenborg, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Ah, moi, ce qui m'a le plus frappé, ce sont ces descriptions de l'au-delà. Est-ce que ça concorde avec celle de Roland de Jouvenel dont on parlait ? Oui, dans l'ensemble, cela concorde. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, quand ça ne concorde pas, c'est que le monde des esprits qui se compose de gens qui ont vécu sur Terre change avec les siècles. Et que le monde des esprits du XVIIIe siècle n'est pas celui du XXe. Oui, mais l'impression qu'on a, c'est quand même que les esprits seraient éternels. Alors, pourquoi ils suivraient les modes ? Non, c'est-à-dire que là, on est dans le monde des esprits, qui est la première zone après la Terre, et qui est une sorte de projection de la Terre. Alors expliquez-nous un petit peu, parce qu'on dirait qu'il y a une sorte de hiérarchie et puis en même temps de topologie du monde des esprits. Oui, vous avez raison de le dire. Disons qu'il y a, on appelle ça des plans ou des sphères. Vous allez me dire des plans, des sphères, c'est pas la même chose. Ben si, de l'autre côté, c'est quand même la même chose. Disons des régions, parce que notre vocabulaire est spatial, ça on n'y peut rien. Oui. Alors en effet, il y a différentes régions où les gens se regroupent par affinité. Et quand Swedenborg voyageait, il allait où exactement ? Dans les premiers niveaux, là où les gens sont encore vivants ? De toute façon, ils sont toujours vivants. C'est-à-dire, oui, il parcourait les différentes zones. Il allait aussi bien dans les zones infernales que dans les zones purgatorielles ou dans les zones célestes. Ça il le décrit bien. Et il y a des moments, je dis non, il va quand même un peu fort parce que son ciel a l'air véritablement
bien matériel, on y boit de bons coups. Remarquez que le Christ lui-même dit, n'est-ce pas, je ne boirai plus de ce jus de la vigne jusqu'à ce que je sois de nouveau dans le royaume de mon Père. Et alors à ce moment-là, je boirai de nouveau. On a vu ça au point de vue symbolique, mais on peut le voir aussi au point de vue plus réel. Et c'est ça la grande découverte de Swedenborg et de ces gens-là, c'est que le monde spirituel est substantiel. Mais alors, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour une rencontre, Roland de Jouvenel, Swedenborg, d'autres, dans ces autres plans, je ne sais pas comment les appeler. Dans les plans, oui, dans les plans célestes où le temps n'existe plus. Parce que, évidemment, de l'autre côté, il n'y a plus le temps des horloges que nous connaissons, mais il y a le temps des évolutions. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui n'évoluent pas, qui stagnent. Il y a des choses stupéfiantes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Matthew Manning, ce jeune Anglais qui avait tous les dons à la fois. Et il a correspondu avec des esprits justement du XVIIIe siècle qui ne savaient pas qu'il existe des trains et des avions. Alors quand il leur disait, vous savez qu'on peut aller en une demi-heure en France, alors là les esprits étaient complètement paumés, ils n'admettaient pas ça du tout, et ils se croyaient toujours sous le règne de Sa Gracieuse Majesté Georges III, n'est-ce pas? Sous lequel a vécu Swedenborg aussi. Bon, donc en fait... il y a des esprits qui n'évoluent pas. Oui, mais alors de l'autre côté, ça ne serait jamais qu'un reflet de ce qu'il y a de ce côté-ci. Oui, les premières zones, en effet, sont un reflet de notre monde. Et comment s'effectue le passage? Les dépasser. Enfin, comment? C'est-à-dire, oui, mais justement par l'exercice de la spiritualité. Oui, mais alors ça, on le conçoit bien de notre côté. Mais de l'autre côté, comment... de l'autre côté, il y a quand même, ça tous les messagers le disent, il existe des instructeurs, c'est-à-dire des gens qui vous prennent en charge et qui vous invitent à évoluer, à vous spiritualiser. Et alors vous, après tant de temps passé sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous en pensez? Vous attendez avec hâte de passer de l'autre côté? Oh non, moi j'ai tout le temps nécessaire, puisque de toute façon on est sûr d'y aller un jour, non, rien ne presse. Rien ne presse. Étonnant personnage cet Emanuel Swedenborg. On peut en penser ce qu'on veut et sourire de ses entretiens avec les habitants de Mercure et de Jupiter, il n'en reste pas moins un homme vraiment pas banal. En février 1772, il écrit à Wesley, un prédicateur célèbre qui est fondateur de l'église méthodiste. « Monsieur, j'ai appris dans le monde des esprits que vous aviez un vif désir de vous entretenir avec moi. J'aurai beaucoup de plaisir à vous voir si vous voulez bien m'honorer de votre visite. Je suis, monsieur, votre humble serviteur. » Quand Wesley reçoit cette lettre, il a une sacrée surprise. Il voulait effectivement rencontrer Swedenborg, mais il ne l'avait dit à personne parce que, officiellement, il s'opposait à lui. Mais ce n'est pas tout. Aussitôt, Wesley écrit « Monsieur, je pars pour un voyage de 6 mois, mais dès mon retour à Londres, je me ferai une joie de vous rendre visite. » Et Swedenborg de répondre « Monsieur, votre visite arrivera trop tard parce que, le 29 mars, je dois me rendre dans le monde des esprits. » pour n'en plus revenir. Ce qui fut strictement exact, puisqu'Emmanuel Swedenborg est mort le dimanche 29 mars 1772 à 17h. Allez, une petite référence. Les visions de Swedenborg, c'est aux éditions Fernand Lanor, et c'est un ouvrage, je vous le rappelle, de Jean Prieur. Jean-Yves Casga et Hélène Pommier, on vous retrouve demain après-midi sur le boulevard de l'Étrange.